j'ai essayé de faire un petit découpage, mais c'est difficile de... Tu sais, on veut pas trop couper dans l'histoire et changer la volonté de l'auteur. Donc, sans plus tarder, je commence avec Les Doigts extravagants. Donc, comme on vient d'apprendre par Pascal, elle a écrit ça quand elle avait 22 ans à New York. Alors, ça va comme suit. La 14e rue est un chemin qui mène à l'East River. Un soir, à 10 heures, la foule avait un visage de plâtre et des souliers morts. Millième aspect d'une civilisation synthétique. La rue, aussi sombre qu'un corridor de couvent. Quelques gens allaient vers l'exit, de l'est à l'ouest ou en sens contraire, à un rendez-vous, à un gîte, allaient nulle part. Le décor, réaliste à l'excès, littéraire. À gauche, des couleurs jaunes, rouges briques, brunes, délimitées par des lignes noires qui leur donnaient des formes de maisons. Tout cela me semblait assez vague, car je marchais à droite. De mon côté, dans un sous-sol, une boutique de barbier illuminée, une taverne écœurante et pleine de confusion. Plus loin, des murs de bois placardés, un enclos que dépassait la tête d'un arbre. Des affiches déchiquetées annonçant un film ancien et célèbre, Mädchen in Uniform. Je ne pensais pas. J'absorbais goulûment toutes les impressions et observations qui s'imposaient à mon esprit vacant. Au coin de la première avenue, un individu s'arrêta. Il alluma une cigarette comme si elle lui avait été indispensable pour traverser l'avenue. Moi, je la franchis sans halte, et je vis que derrière l'homme à la cibiche s'avançait un drôle de type dont je pus voir la figure grâce au néon d'une vitrine de chaussures. Il marchait rapidement et tenait un paletot. Son bras gauche, levé en équerre devant lui, se terminait par un gant de boxe. Quand nous fûmes parallèles, il s'arrêta, voyant que je le regardais non sans quelque étonnement. Il me lança le manteau qu'il tenait et s'enfuit en silence, le poing ganté toujours brandi en l'air et le regard hagard. Que faire d'un paletot d'homme? S'il me paraît assez propre, me dis-je, je l'enverrai à l'UNRA. Au loin, les réverbères brillaient et bordaient la rivière. Bientôt, mon fardeau me pesa. J'eus un instant la tentation de l'abandonner sur un des bancs qui logeait la berge. Je ne sais ce qui me retint d'y obéir, mon démon, sans doute. Je parcourus 2 blocs ou 3, et puis, enfin lasse, je repris la route de mon logis. Tout à coup, des suppositions effarantes me vinrent à l'esprit. Un homme donnait un manteau, comme ça, en pleine rue, à moi, une étrangère, et sans ajouter au geste une seule parole. Mais pourquoi? Le vêtement était-il chaud, comme on dit aux États-Unis quand on désigne un objet volé? Restait-il en ses poches une arme à feu, un trésor? Appartenait-il à un bandit qu'un adversaire venait d'abattre? J'arrivai à mon domicile à bout de conjectures. Le foyer d'étudiant qui m'abritait, moi et mes rêves et mes efforts d'artiste, offrait une apparence fort convenable. On y accédait à la 12e rue par cette marche de pierre. L'intérieur était lamentable. Ma chambre sous les combles au 5e étage me semblait belle quand j'y arrivais le soir, par les longs escaliers au palier incertain, après mes cours, après un long voyage à travers les longues rues. Ce soir-là dont je parle, j'entrai dans ma chambre avec le manteau d'homme. D'un coup de poing, j'ouvris la fenêtre. Je dois dire que je cultivais avec soin tout ce que ma nature m'inspirait de réflexes virils, voulant par là équilibrer la féminité excessive de mon extérieur. Mon idéalité de l'époque était qu'un être parfait doit être moitié homme, moitié femme. Je ne ménageais pas non plus les jurons. J'ouvris donc cette fenêtre d'un coup de poing, et les côtés s'écartèrent l'un de l'autre vers l'extérieur. Et puis, je tombai sur mon lit. Soupir détente, calme, les impressions du jour affluèrent. Le paletot mal placé sur le dos de la chaise glissa. Un peu de la lumière de la rue se répandait dans ma chambre, assez pour que je puisse distinguer les objets, pas assez pour leur faire subir un examen. J'allumai donc la monstrueuse applique qui balançait au-dessus de mon nez sa chaîne allongée d'une ficelle. J'examinai le manteau. C'était un polo en poil de chameau ocre clair, encore très propre. Il avait une large ceinture et 2 poches en biais. Je glissai ma main dans l'une des poches pour savoir ce qu'elle contenait. J'en sortis quelque chose dont le premier contact m'émut jusqu'au cœur. Ce que ma main avait retiré de la poche, elle le jeta sur la table et mes yeux virent l'horrible chose. Mes yeux virent les 5 doigts d'une main gauche d'homme, coupés au-dessus des phalanges et reliés entre eux par un lacet. J'eus 2 réflexes auxquels j'obéis sans hésitation. D'abord, je vomis dans le lavabo. Puis je pris l'extrémité du lacet et je lançai l'horreur par la fenêtre. Un grelottement me secoua. Je ne refoulai pas non plus le hoquet. Durant les 10 minutes suivantes, je crus mourir. Je n'avais heureusement pas dîné, mon estomac se calma rapidement après quelques convulsions douloureuses. Je dégrafai ma blouse avec des gestes lents, lorsque, me tournant vers la fenêtre,
J'aperçus les ongles de ces affreux doigts qui avaient grimpé tout le long de la maison jusqu'à ma croisée. Horreur! Horreur! Je pris mon soulier et à coups de talon, je leur fis lâcher prise. Ils retombèrent et je refermai vivement la fenêtre. Étais-je en pleine hallucination? Saisissant le paletot, je sortis de ma chambre et descendis chez le concierge. « J'ai trouvé ce vêtement sur un banc près de l'East River, lui dis-je. Donnez-le à votre mari, il ne m'est d'aucun service. »« C'est un très beau polo, répondit-elle. Vous auriez pu le vendre. Je diminuerai votre note. » Je remontai chez moi. Peut-être maintenant aurais-je la paix. Je ne comprenais rien à ce qui n'arrivait. Et vous, l'eussiez-vous compris? Dès que je fus dans ma chambre, mon cœur remonta dans ma gorge. Les maudits doigts tambourinaient sur la vitre comme pour se faire ouvrir. Je poussai les battants. « Entrez !» criai-je. « Entrez, finissons-en !» Les doigts descendirent sur le parquet. Ils martelèrent très fort le parquet, s'avançant d'une bonne vitesse, d'une allure assurée vers la table. Ils se cramponnèrent fortement au pied de la table de bois. Ils montèrent en glissant le long du pied de la table. Quel abominable esprit les guidait! Ils s'affaissèrent sur la table. Sidéré, debout au pied du lit, je les regardais agir sans argument, sans aucune curiosité, sans me donner la peine de chercher une raison à cette horreur que je voyais. Sans argument devant ma folie, si toutefois ce que je voyais était l'image de ma folie. Or, les doigts s'étant reposés, bousculèrent le carton à dessin, le réceptacle à fusain, tirèrent en dessous un cahier et des feuilles blanches. Ils se crispèrent autour de ma plume, et ils écrivirent. Un invisible métacarpe extrêmement alerte les faisait se mouvoir d'un côté de l'autre de la page. L'angoisse grandissait en mon âme. L'air se densifiait, les bruits s'intensifiaient. À peine pouvais-je respirer. D'où j'étais, je voyais très bien ce qu'ils écrivaient. Nous fûmes les habiles instruments d'un homme gaucher que son ennemi mutila. L'homme mourut ce soir. Il n'est plus que par nous et nous subsisterons que par toi. Une buée épaisse et noire obscurcit mon regard un instant. Tandis que les doigts coupés écrivaient, je remis mon gilet, mon béret, je dévalai l'escalier. Je courus dans la rue, je courus. Je compris que la peur, que l'horreur s'était pour toujours implantée dans ma vie. En courant, je me dis, la 14e rue, un chemin qui mène à l'East River où il n'y a pas d'effroi. Le parapet n'était pas très élevé. Je l'enjambai, une force inattendue me retint en arrière. Le vent marin balaya sur ma face le rictus qui avait mis l'angoisse. Je m'assis sur un banc, tandis que s'en allait du fond de mon cœur les dernières révoltes. N'y resta qu'une pesante résignation. Les doigts qui m'avaient retenu du suicide gisaient à mes pieds. Je ne me demandais point comment ils m'avaient suivi jusque-là. Je l'ai pris, je l'ai mis dans mon béret que je tins dans ma main tout le long du retour. Chez moi, je secouai mon couvre-chef au-dessus de la table, les doigts s'écrasèrent avec un ploc. « Exprimez-vous, dis-je à cette chose. » Ils se nouèrent de rechef autour du stylo et moulèrent ces mots. « Nous ferons ta fortune. »« Moyennant quoi? » « Garde-nous, sans âme, nous nous désagrégerons. Prête-nous la tienne. Les êtres sont immortels, dans la mesure du souvenir ou de l'amour qu'on leur conserve. Être conscient d'une présence, c'est déjà l'aimer. Nous ne demandons rien d'autre que l'appui de ta pensée. Prête-nous ta vie, nous ferons ta fortune. » Quel pacte satanique me présentait-il là? Et pourtant, j'acquiesçai. Je le signai en quelque sorte d'un mot. « Restez. » Et j'ajoutai, voulant me garder une porte de sortie, « Vous êtes exécrable, je ne vous tolérerai jamais qu'avec répugnance. » Les doigts s'agitèrent avec impatience et puis se mirent à l'œuvre. Je ne vous dirai pas que cette nuit-là, j'ai dormi. Dans l'obscurité de ma chambre, j'entendais gratter sur le papier, la plume guidée sans relâche par les doigts. Le lendemain, j'empruntai une machine à écrire et les doigts recopièrent le texte. Le jour suivant, manuscrit sous le bras, les doigts dans la poche de mon gilet, je les sentais contre moi, j'entrai à Random House où le président m'accueillit. Il jeta à peine les yeux sur le tas de feuilles que je posai devant lui et m'offrit un contrat magnifique que j'acceptai ainsi qu'une avance de 10 000 $ sur mes royautés à venir. Il m'imposa un agent visqueux qui me trouva sur le parc un appartement meublé, agrémenté d'un jardin suspendu, un magasin renouvela ma garde-robe, un coiffeur de renom modifia ma tête, plusieurs photographes la fixèrent et j'eus la surprise de la voir dans tous les journaux et revues d'Amérique, reproduite maintes fois avec maints commentaires toujours flatteurs. Cet agent nommé Steiner me promena dans tous les restaurants de la ville et les théâtres et ne parlait de moi qu'avec la plus grande vénération. À mon nom vint s'ajouter l'épithète de génie. Moi, je savais quel était mon génie. 5 morbides objets qu'un lacet de bottines retenait ensemble. Quand les doigts écrivirent mon second chef-d'œuvre, j'étais plus connu qu'Einstein, plus célèbre qu'une étoile de cinéma. Parfois, si j'étais seule, je tâchais de retrouver ma figure véritable. Je dessinais. Mes croquis, pour malhabiles qu'ils fussent, étaient miens, venaient de moi.
Bientôt, on me coupa cette porte d'évasion, Steiner m'ayant surpris en train de dessiner les gratte-ciels, saisit un paquet d'esquisses et s'en servit pour fin de publicité. On se les arracha, on parla beaucoup d'eux comme étant le passe-temps favori d'une femme géniale. Je conçois que les hommes sont pires que les cancrelats. Ils infestent mon existence et le paradis faux que m'ont donné les doigts vivants de cet homme mort est plus effroyable que l'enfer. Ils vivent par moi ces doigts extravagants. Je ne suis plus qu'un être sans vie propre. La nuit, ils fabriquent des romans, des articles, des élégies, et comme je ne dors plus, je les entends écrire. Au petit jour, ils se laissent choir sur le tapis et viennent dans ma chambre. Ils s'agrippent à la courtine de mon lit et puis je les sens près de mon cou, glacés, immobiles. Lorsque je n'en peux plus d'horreur, je me lève. Je fais jouer des disques. Je m'enivre souvent, quoique je hais l'alcool. Je ne jetterai pas les doigts par la fenêtre. Ils reviendraient. Je ne leur dis rien. Un jour, peut-être, je les brûlerai. Je les détruirai avec des acides. Je perçois que bientôt, il me sera impossible de subir leur présence. Or, ils m'aiment et devinent sans doute ma plus secrète pensée. N'ont-ils pas, ce matin, encerclé ma gorge avec plus de vigueur?